Choisir un reptile de compagnie n'est pas simple. Êtes-vous débutant, expert ou entre les deux? Je vais vous indiquer le serpent et le lézard idéaux, selon votre expérience. Pour être clair, tout cela est inventé et reflète mon opinion personnelle. Ne le prenez pas trop au sérieux. Les débutants peuvent gérer des animaux intermédiaires, et les éleveurs intermédiaires comme moi gardent souvent des animaux pour débutants, comme le gecko léopard. Je veux simplement vous donner une idée de l'animal adapté à chaque niveau de compétence, mais il existe de nombreuses zones grises entre les deux, et je ne parle pas en tant qu'expert. Je discute simplement, c'est tout. Faites vos propres recherches. Amusez-vous avec ça. Serpent et lézard pour débutants. Parlons d'abord du lézard. Et je pense que c'est probablement l'animal le plus facile à garder, à part un sea monkey. Voici un gecko à crête. Les geckos à crête sont des animaux qui viennent de Nouvelle-Calédonie, dans l'océan, quelque part pas très loin de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, dans leur propre petit monde. Ce qui est vraiment génial, c'est que chaque lézard sur cette île est très unique, mais pas entre eux. Bien sûr, ils sont un peu différents. Les geckos gargouilles, les Serra sonorum par exemple, les geckos chawa, et mon préféré, les geckos leachianus. Mais les plus faciles et les plus simples à trouver sont définitivement les geckos à crête. Et certains pourraient dire qu'ils sont ennuyeux. Tout le monde en a un. Mais saviez-vous que l'on pensait que les geckos à crête étaient éteints jusqu'en 1994? Quand j'étais petit, on pensait ces animaux éteints. Aujourd'hui, il y en a sur chaque table d'experts lors des NARBC ou grands salons. Et pour moi c'est vraiment génial. Mais ça n'a rien à voir avec la raison pour laquelle ils sont si faciles. Ils sont si faciles parce qu'ils ne sont pas très grands. Ils sont plutôt petits en fait. Un animal de cette taille offre de nombreuses options pour leur maintien. Vous pouvez les garder dans un espace minimal, que je recommanderais d'au moins 45 cm par 45 cm par 60 cm de hauteur, ou leur offrir quelque chose de plus grand comme je le fais. Par exemple, voici le terrarium de mon gecko leachianus de 340 litres et 1,80 m de haut. Il est un peu étroit, mais très profond, avec beaucoup d'espace. Je pense que des geckos à crête iraient très bien dans ce terrarium, c'est pourquoi j'en construis un. Ils mangent surtout une alimentation en poudre. Je recommande de donner des insectes, même si d'autres guides de soins disent le contraire. Je pense que donner des proies à des animaux comme ceux-ci qui sont omnivores. Dans la nature, ils mangent de petits insectes et des petits arthropodes, et ils vont manger des fruits, généralement des fruits en décomposition ou très mûrs. Et c'est ce que simulent ces aliments, comme Repashy, Clarks ou Pangea. Vous choisissez ce que vous préférez. Ce que j'ai vraiment aimé récemment, c'est ce produit Gargear. J'ai travaillé avec Gargear il y a quelques années. Ce n'est pas sponsorisé. Je ne suis pas payé pour le dire, mais ça marche vraiment très bien. Vous en trouverez chez Choui, ce n'est pas sponsorisé. Je fais juste une pub gratuite aujourd'hui. Mais si vous ne cherchez pas un lézard en tant que débutant, peut-être une Antaresia, qui est un genre, donc appelons-les pitons tachetés. Je vais expliquer dans une seconde, ce sont les plus petits de tous les genres de pitons dans le monde entier. Et en général, les pitons. Même si les pitons royaux sont faciles, et que c'est à eux que tout le monde pense, les pitons sont plutôt grincheux la plupart du temps. Mais pas ceux-là. Si vous voulez un piton royal, parfait. Et ils sont aussi très bien pour les débutants. Je comprends tout à fait. Cependant, si c'était moi, et que j'achetais mon tout premier serpent de compagnie, et que je voulais que ce soit un piton, je choisirais un Antaresia, un piton tacheté, ou un piton de Childer en particulier. Parce qu'ils sont un peu plus fins. Ils sont presque aussi longs. Ils sont faciles à élever, semi-arboricoles, et bien plus curieux que la plupart des pitons royaux que j'ai gardés. Jimmy est l'un des favoris de la chaîne depuis longtemps. J'adore cet animal. Si je devais recommander un piton, bien sûr, il existe de nombreux morphes de pitons royaux. Si tu veux un banana, un pied, un normal ou n'importe lequel, c'est super. Si tu veux un piton qui ressemble à un piton, sauf en Australie où il y a beaucoup de morphes, je recommande un piton tacheté. Super tempérament, très amusant à observer, très curieux, et vraiment agréable à manipuler aussi. Accélérons un peu, et passons au niveau intermédiaire. Ceci est un dragon à collerette, et j'en ai 5. Lui, il est très sale au fait. S'il est si foncé, c'est parce qu'il fouillait la terre, à la recherche de grillons et de vers. Il existe cependant 2 localités principales, bien qu'il s'agisse techniquement de la même espèce. Ceux-là viennent d'Australie, ou celui-ci ici d'Indonésie. J'ai les deux, et ils sont tous les deux formidables. On les élève un peu différemment. C'est un peu à vous de choisir, comme pour les 5 à langue bleue, qui existent en version indonésienne ou australienne. Les Indonésiens préfèrent des conditions plus fraîches et humides. Les Australiens préfèrent des conditions plus sèches et chaudes. C'est pourquoi
Dans son terrarium derrière moi, c'est un peu plus humide. Il y a plus de bus de brumisation et de pulvérisateurs. Et je n'ai pas réglé la lampe chauffante aussi chaude que celle du coin ici, prévue pour les Australiens. Ils ont une lampe chauffante plus puissante et un environnement moins humide, avec moins de brumisation, ce qui assèche l'air. Mais les deux conviennent très bien. Leur tempérament est excellent. Vous regardez cette vidéo depuis, je ne sais pas, 5 minutes, maintenant. Et cet animal a à peine bougé. Ils sont considérés comme intermédiaires parce qu'ils mangent beaucoup plus que beaucoup d'autres espèces auxquelles vous pourriez penser. Ils ressemblent beaucoup aux dragons barbus, mais demandent plus de hauteur. Je les garde dans des terrariums de 1,80 m de haut, 1,20 m de long et 60 cm de large. Donc, ce sont de grands terrariums, environ 1000 litres, et vous pourriez aussi les garder dans un terrarium de 1,20 m de long. Je préfère simplement la hauteur supplémentaire parce que c'est comme ça qu'ils vivraient dans la nature. Mais aussi, ils mangent énormément. Ces animaux sont de vraies machines à manger. C'est tout ce qu'ils font, franchement. Malgré ce que vous voyez en ce moment, où Tilly de Freely n'arrivait pas à attraper le ver, elle a fini par l'avoir. Donc, ils mangent beaucoup, et ils prennent beaucoup de place. Ils ont un métabolisme élevé, et sont très actifs, ce qui en fait des intermédiaires par rapport à un gecko à crête. Mais si vous voulez un reptile intermédiaire sans pattes, il vous faut un serpent rat rhinocéros très différent. Bien sûr, ils viennent d'une région similaire du monde, en Asie du Sud-Est. Ces animaux viennent du sud de la Chine, du nord du Vietnam, de cette région du monde. Et ce qui était vraiment génial, c'est leur changement de couleur. Ils commencent comme de tout petits bébés, de minuscules petites nouilles. Ils sont gris, comme un gris acier. Et puis, en grandissant, ils deviennent comme ça, d'une belle couleur verte avec une bande près de l'œil. Et ce qui est unique chez eux, c'est qu'ils ont besoin d'un espace assez grand par rapport à leur taille, avec de l'eau, des arbres et une zone terrestre. Il faut un paludarium pour eux, mais beaucoup ne sont pas prêts à l'installer immédiatement. Cela demande un engagement. Vous gérez en réalité un aquarium, un vivarium et un terrarium simultanément, même sans poissons, bien que ce soit possible, et que je compte le faire. Je suis impatient de vous présenter l'installation pour nos serpents rats rhinocéros, un mâle et 2 femelles. Nous espérons les reproduire cette année avec une installation incroyable. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Passons aux animaux avancés. Celui-ci est difficile, et la limite entre avancé, expert et légende est floue. Ici, je mets les varans arboricoles. Je trouve que les varans arboricoles sont incroyables. D'ailleurs, je porte actuellement un de mes t-shirts préférés d'éleveurs de varans. Pour moi, les varans sont le summum des lézards. Si vous voulez un lézard qui est super intelligent, amusant à observer, très malin, ce qui revient au même qu'intelligent, ce que je ne suis pas, et tout simplement gratifiant en général, les varans sont faits pour vous. Vous ne cherchez pas encore quelque chose de grand. Prenez donc un varan un peu plus petit, mais pas un varan pour débutants. Je pense qu'on pourrait classer un varan d'Acu, ou même un varan des rochers de Kimberley comme intermédiaire. Pour les avancés, parlons des varans arboricoles. Donc c'est le complexe Pricinus, enfin. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'appelle, et je le prononce mal. Des animaux arboricoles qui utilisent leur queue. Eh bien, de façon préhensile, comme un singe mais sans lancer de crotte, vous voyez, et écailleux. Et en fait, ils ne ressemblent pas du tout à des singes. Ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils adorent grimper sur les parois des enclos que je construis. Haut d'1,80 m large, de 1,20 m, et profond de 60 cm, comme ces dragons à collerette évoqués. Ils existent dans toutes les couleurs, mais ce sont des espèces différentes, pas des localités ou morphes. Donc si tu veux un bleu, ou si tu veux un jaune, Varanus rasongerie, ou si tu veux un noir, Varanus peccari, il y en a tellement. Il y en a 2 autres que nous avons en captivité, et 3 que nous n'avons pas. Ils sont vraiment géniaux. J'ai fait toute une vidéo sur les varans juste ici. Si tu es un passionné de varans, tu vas adorer. C'est mon espèce de varan préféré. Nous allons parler de plus de varans plus tard, mais d'abord, parlons du serpent que je classerai dans la catégorie avancée. En fait, je vais t'en donner 2. Le premier, ce sont les pitons verts arboricoles. On passera à autre chose dans un instant. Je pense que ces animaux sont bien plus délicats que la plupart des gens ne le pensent, surtout si tu ne les obtiens pas auprès d'un excellent éleveur, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils sont plus fragiles, il y a plus de choses à savoir sur eux. Ils ont besoin de beaucoup d'humidité, et ne mangent pas régulièrement. Ils sont fragiles. Je pense qu'une meilleure option pour un éleveur avancé, voire intermédiaire avec l'espace requis, ce sont les pitons birmans. Les pitons birmans présentent un petit élément de danger dans le sens où ils sont assez grands pour que, s'ils te prenaient pour de la nourriture, même si tu ne pourrais pas l'être, ils te traiteraient comme tel. Et même si je pense que les pitons birmans sont les golden retrievers du monde des serpents, car ils sont tellement amusants, joviaux et un peu maladroits, ils sont vraiment géniaux. C'est mon serpent de compagnie préféré. Ils existent sous de nombreux morphes,
et peut-être hybridés avec des pythons royaux. Ce qui est controversé mais que je trouve cool. Ils peuvent aussi devenir très grands. Parfois, les adultes ne feront que 2,50 m. Parfois, ils atteindront plutôt 6 mètres. Cela dépend vraiment de l'éleveur, de la façon dont vous les nourrissez et de la manière dont vous les élevez. Mais quoi qu'il en soit, les pythons birman restent-ils mon serpent de compagnie préféré? Le problème, c'est qu'ils prennent tellement de place. Ma règle: pour tout serpent de plus de 3 mètres, il faut être 2 dans la pièce. Cela concerne surtout les avancés, pas les débutants ou intermédiaires. Il reste 2 catégories. Passons à la catégorie expert. Je pense que c'est là que la plupart atteignent leurs limites. Par exemple, si vous gardez des reptiles depuis longtemps ou êtes vraiment passionné, c'est intéressant. Garder des reptiles longtemps ne fait pas de vous un expert ou quelqu'un de très avancé. Cela dépend surtout de la manière dont vous les traitez, de vos recherches et du temps passé avec eux. De la même manière, ce n'est pas parce que Max Verstappen conduit depuis moins longtemps que moi que ça fait de moi un meilleur conducteur parce que j'ai eu mon permis en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour cela, pour les lézards, je parlerai des varandos asiatiques. Pour moi, les varandos asiatiques sont les plus grands lézards qu'on peut avoir sans être déjà une légende. Techniquement, ce sont les 3e plus grands de tous les varans du monde. Les varans crocodiles sont supérieurs, et au-dessus encore, les dragons de Komodo, accessibles seulement aux zoos, ou détenteurs d'une accréditation ZEAA. Les varandos, notamment les asiatiques comme Varanus salvator, offrent de nombreuses options. Certains, comme les Celebentis, restent petits, d'autres deviennent très grands. Ces animaux peuvent vraiment atteindre une taille impressionnante. J'ai eu l'occasion d'aller dans un endroit en Thaïlande appelé Park Lumpini où ils se promènent comme des écureuils. Ils n'ont plus peur des humains et ils sont partout. Vraiment génial. Mais j'ai aussi pu les voir à Bangkok, en plein centre-ville, où ils ont peur des humains et où vous n'auriez pas envie de vous prendre un coup de queue par l'un d'eux. Donc, il faut vraiment savoir comment lire le comportement des animaux. Vous l'obtenez auprès d'une très bonne source, comme Farmhouse Reptiles par exemple, ou mon pote Nick Lillis, où il existe d'autres très bons éleveurs qui savent ce qu'ils font, les reproduisent et les socialisent avant de vous les envoyer. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'un lézard de 2 mètres, non apprivoisé, qui veut vous manger. Pas littéralement, mais vous voyez. Comme serpent pour expert, je recommanderais les pythons de Bolin, surtout pour la reproduction. Les pythons de Bolin sont excellents, mais je n'en posséderai sans doute jamais car ils coûtent très cher. Vous les installez de façon similaire, comme un boa émeraude, mais peu de gens sont allés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, leur lieu d'origine. Il est très difficile et dangereux d'étudier ces animaux à cause de la topographie et de beaucoup d'autres choses dans cette région. Nous avons récemment appris à les reproduire en captivité, mais cela reste difficile pour la plupart. Ce serpent convient surtout aux éleveurs expérimentés. Je dirais que c'est un serpent de niveau expert. Un serpent qui va être difficile à vraiment maîtriser. Et je pense qu'il faut vraiment en comprendre toutes les nuances. J'ai une grande expérience avec d'autres serpents, ce qui n'est pas nécessaire pour la plupart des autres niveaux. Je ne pense pas qu'il faille forcément suivre les niveaux débutants, intermédiaires puis avancés. Avoir des animaux de transition n'est pas indispensable, mais pour un python de Bolin, une expérience préalable avec les serpents est essentielle. Ce qui nous amène au niveau légende. Les légendes parmi les légendes, c'est un niveau où je ne pense jamais arriver en tant que soigneur. Si on parle de lézards, je t'en donne un, puis quelque chose de nouveau. Et enfin un serpent, les varans crocodiles. Les varans crocodiles, à mon avis, sont réservés à l'élite absolue des soigneurs de lézards. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que si tu te fais mordre par l'un d'eux, ça change ta vie. Ils ne sont pas des mangeurs d'hommes, et ne cherchent pas à s'en prendre à toi. Mais observe leur dentition. Ce sont les plus grandes dents de tous les lézards, même le dragon de Komodo. Leur morsure est terrible, leurs coups de queue sont redoutables, ils sont très rapides et parfois imprévisibles. Pourtant, ce sont peut-être les lézards les plus intelligents du monde. Ce sont des animaux arboricoles. Et selon moi, ils sont plus impressionnants qu'un dragon de Komodo, car ce sont des crocodiles lézards capables de grimper aux arbres. Certains pensent qu'ils peuvent aplatir leurs côtes et planer d'un arbre à l'autre, car ils mangent des chauves-souris frugivores. Leur étude reste insuffisante. Ils n'ont pas une grande aire de répartition, mais assez pour couvrir plusieurs localités. À mon avis, c'est le lézard le plus impressionnant du monde. Mais si on parle de quelque chose qui n'est ni un serpent ni un lézard, les crocodiliens. Même les petits crocodiliens. Même s'il s'agit d'un petit crocodilien. Tous les crocodiliens sont tout en haut de l'échelle, au niveau légende. Je n'aurai sûrement jamais ça chez moi sans installation ni personnel formé, mais ça entre aussi dans cette catégorie. Et là, on parle des serpents. Cela dérangera peut-être certains, mais je pense aux réticulés continentaux. Et la raison pour laquelle les pythons réticulés, le plus grand serpent du monde, le serpent le plus long du monde, c'est justement parce qu'ils sont le serpent le plus long du monde. Un serpent de 6 mètres.
S'il vous considérait comme une proie, ce serait votre dernier jour. Mais je ne crois pas qu'il soit dangereux ou mangeur d'hommes, ni qu'il faille des lois pour vous protéger. Il existe des choses bien plus dangereuses, y compris de nombreuses races de chiens. Mais ces animaux sont les seuls serpents que je connaisse qui ont été documentés comme ayant mangé des humains à plusieurs reprises. Ce sont des animaux intelligents, mais leur instinct de chasse est incroyable. J'avais des pythons réticulés, dont un super nain de 3,60 m, ce n'était pas pour moi. Je préfère les Burms, qui ressemblent à des Golden Retrievers selon moi. Les rétiques, ce sont des bergers allemands ou des malinois. Ils sont juste plus vifs, tellement intelligents, tellement réactifs. Et je pense qu'il faut vraiment être un terrariophile hors pair pour bien s'occuper d'un serpent de 6 mètres. Si vous êtes de niveau intermédiaire ou avancé et souhaitez un python réticulé, c'est possible. Il existe des pythons réticulés super nains. Mon ami Garrett, chez Reach Out Reptiles, en élève. Il serait parfait pour quelqu'un qui n'a peut-être pas énormément d'expérience avec les serpents. Encore une fois, ce ne sont que mes opinions, mais j'aimerais entendre les vôtres dans les commentaires ci-dessous. Quel serait votre avis pour chacune de ces 5 catégories concernant les lézards et les serpents ?